J'ai pas du tout vu le timing. Peut-être qu'on est en retard. On a combien de temps? Ça va venir? Alors, donc maintenant on va passer à la phase d'échange. Donc n'hésitez pas. Voilà, on a 1 heure à peu près pour échanger avec Pablo. Vous sentez-vous libre de poser vos questions. L'idée c'est quand même qu'on est dans une école d'agronomie et essayer d'orienter le débat sur la question des systèmes alimentaires, qui est quand même, on estime, une question importante puisqu'on mange tous les jours. Donc on vous attend pour vos questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention qui est très intéressante à mon sens. Alors je suis désolée, je ne vais pas commencer par les systèmes alimentaires, mais c'est une question qui me tient à cœur parce qu'on n'en a pas tellement parlé ici. C'est le nucléaire, parce que du coup là, donc, effectivement, ici on a une histoire qui dit que bah oui, avec le pétrole, effectivement, c'est plus durable, etc. On va vers une fin du monde qui amènera sûrement autre chose derrière. Mais actuellement, il y a de la recherche, notamment sur l'énergie nucléaire au niveau de la fusion nucléaire, qui est grosso modo la même réaction que celle qui se produit sur le Soleil et qui permettrait de dégager énormément d'énergie, si tant est qu'on arrive à trouver la technologie adéquate. Et il y a de la recherche qui est faite actuellement à Cadarache à ce propos. Et la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas, à votre sens, une autre histoire possible avec l'énergie, avec d'autres formes d'énergie, et que du coup il n'y aurait pas d'autres sorties possibles que celle qui est expliquée ici, quoi. Sortie? D'autres, comment dirais-je, d'autres issues à travers des nouvelles sources d'énergie. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'apparentent à ce thème-là? Parce que peut-être qu'on peut regrouper aussi. À un moment, je sens qu'il va y avoir de la frustration à l'issue du débat. Moi, je vais peut-être répondre un petit peu. Et après, si aussi quelqu'un veut répondre, on peut faire des réponses. C'est un peu sur le thème. En fait, moi, je suis assez curieux de savoir ce que vous avez à répondre aux partisans de la géo-ingénierie de manière générale, des gens qui affirment ou qui pensent, peu importe, qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes du XXIe siècle en restant dans le système tel qu'il est aujourd'hui, et que la science ou le progrès d'une manière ou d'une autre trouvera toujours la solution et qu'on pourra toujours continuer dans la même direction. Voilà. Merci pour cette question. Moi, j'ai une question. C'est avant que vous attaquiez le problème de l'agrologie. Moi, j'ai une question parce que vous présentez très bien la résilience par la permaculture. On comprend très bien. Mais on n'a pas les solutions de résilience sur tous les problèmes de mobilité, éventuellement de santé. Et là, on ne voit pas très bien les solutions qui pourraient être proposées. Alors là, on est dans un autre domaine. Mais je retiens la question. Enfin, je vais juste répondre sur l'énergie avant. Nucléaire, la géo-ingénierie et nucléaire fusion. Hein, parce que là, on est dans la fusion, je n'ai pas souvent cette question. Alors, là, pour moi, ce sont des solutions, justement, typiques du mythe du progrès, de cette croyance qu'on va résoudre les problèmes. Cette dépendance au sentier, elle est vraiment là. C'est la croyance que tout va de mieux en mieux, et c'est la continuité de la courbe. Là, on va trouver la pilule de l'énergie infinie, aller sur Mars. Vous savez, le roman Barjavel, La nuit des temps, ils ont une petite machine, ils ont trouvé l'équation universelle, ils ont fabriqué une petite machine, ils appuient sur un bouton, ils ont une pilule d'énergie universelle, ils n'ont plus besoin d'agriculture et tout ça. C'est un peu cette mythologie qui s'exprime. Il y a de la recherche, évidemment, il y a de la recherche pour tout ça, hein. C'est vraiment l'imaginaire qui tire ça. Moi, sur la fusion, je ne me suis pas hyper bien renseigné. Il y a aussi le thorium dont on parle souvent. Il y a plein de choses qui vont sortir, qui pourraient sortir autour du nucléaire, autour d'une énergie moins chère, moins productrice de CO2, etc. Ce qui me vient, c'est que
déjà, j'ai parlé de systémique et de problème, tout est lié. Là, on parle juste de l'énergie. Ce qui me vient, c'est que si on résout, et encore j'ai des grands doutes, je mets plein de guillemets, cette question de l'énergie, qu'en est-il des autres problèmes? Est-ce que les espèces vont revenir, les espèces disparues? Est-ce que si on met toute cette énergie, est-ce qu'on va réduire notre consommation d'énergie? Parce que si on brûle toute cette énergie, voilà, à un moment on fait de la fusion, ça va être de l'énergie. Le mouvement, c'est de l'énergie. La voiture qui se déplace, c'est de l'énergie. Il y a dissipation d'énergie. Est-ce que le réchauffement climatique va s'arrêter? Est-ce qu'on est, plus largement, est-ce qu'on est sage en tant qu'espèce, en tant que société, pour avoir autant d'énergie à disposition? Est-ce qu'on n'est pas un petit bébé à qui on file une mitraillette, quoi? Une technique démesurée, en l'hubris, avec une sagesse de l'âge de la pierre. Et donc, ma question, ça serait... Enfin, c'est pas une question. Mon intuition, ça serait que je suis pas sûr, déjà, qu'on y arrive à temps, parce que c'est des recherches très longues, on parle de 10, 20, 30, 50 ans. Et si on y arrive, à qui? Parce que c'est une énergie très centralisée. Si on centralise, ça veut dire domination, pouvoir, inégalité. Et on sait ce qu'on fait avec ça, les humains. Donc, j'ai des doutes quant à cette énergie au niveau structurel, technique, enfin scientifique, et puis après humaine, et au niveau climatique, et au niveau de tout le reste. Donc voilà, moi, j'investirai pas là-dedans, personnellement. Si ça sort, je me méfierai encore plus, et je pense qu'il y aura des mouvements anti-fusion qui vont naître, et ils auront beaucoup d'arguments, et voilà, il va y avoir encore une controverse, comme avec le nucléaire, comme avec les OGM, etc. Ça va être compliqué, puis ça va coûter cher. Stabilité du milieu financier aussi, pour faire toutes ces recherches. Il faut des minerais, il faut de la finance, etc. Il faut du pétrole, je pense, parce qu'il faut nourrir, déplacer les ingénieurs. Enfin voilà, il faut des matériaux pour faire tous ces câblages. Et tout n'est pas électrique. Si on arrive à faire de la fusion, on a l'électricité peut-être à l'infini. Mais comment on fait pour les bagnoles? Voilà. Enfin, tout est trop infiniment complexe pour se dire il y a une solution miracle. Il y a une petite panacée technique. Et pour moi, ça nourrit, et là ça revient à la géo-ingénierie, ces petites carottes là qu'on tend à l'âne, ça nourrit l'espoir. Et par espoir, c'est très passif. C'est le côté obscur de l'espoir, c'est attendre, esperar, attendre. Qu'on y arrive, ils nous trouveront bien quelque chose, t'inquiète pas, au repas de famille, c'est t'inquiète pas, ils nous trouveront bien quelque chose. Arrête d'être pessimiste, on me l'a souvent dit ça. Et donc ça nourrit on fait rien, on attend. Et ça c'est un peu gênant. Et la géo-ingénierie, non seulement ça nourrit ce mythe de l'hubris, de la technique, qu'ont critiqué Ellul, Charbonneau, etc. Il y a une très très belle filiation intellectuelle sur la critique de la technique qui est très pertinente, je trouve, aujourd'hui. Mais en plus, la géo-ingénierie amène le côté dangereux. Alors au niveau bio-géochimique, on balance plein de particules, on ne sait pas les effets que ça aura. C'est technique, ça demande de l'énergie, tout ça. Et puis au niveau géopolitique, c'est des armes considérables. Si vous avez la capacité de faire tomber l'eau là et pas là, imaginez les guerres sur l'eau, la pluie, les tempêtes. Si vous savez déclencher des tempêtes, ça sera une arme de guerre tout de suite. Alors là, c'est clair que les militaires sont déjà là-dessus, et ça sera potentiellement encore plus dangereux. Donc pour moi, on va vers la démesure, et c'est pas du tout une voie vers laquelle j'irai. Mais je comprends que ça stimule. Hein. Enfin, voilà. Sur la mobilité, la santé, alors on m'a demandé de faire plutôt l'exposé sur les systèmes alimentaires. J'ai pas trop travaillé la question, mais je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire que la mobilité, ces questions-là, pose la question de est-ce qu'on veut toujours, est-ce qu'on aura la possibilité de bouger autant? Et ça va même plus loin. C'est même plus un choix. Là, ça reste un choix ces années-là, mais dans quelques années, ça sera plus un choix. Je pense que, au vu de cet état des lieux, on peut plus dire qu'on va continuer à avoir autant de mobilité. Et même les transports en commun. Je veux dire, ça consomme des énergies fossiles, de l'électricité, c'est des systèmes industriels. Il faut du lithium, des pneus, du caoutchouc. On va le trouver où, le caoutchouc? Dans les pays en développement, etc. Donc tout le système industriel, pour moi, est à remettre en question. Et là, c'est là que c'est passionnant.
c'est que le mouvement de la transition doit s'approprier la médecine. C'est quoi une médecine post-pétrole? Vous avez réfléchi à ça? Moi, ça fait des années que je questionne les médecins là-dessus et c'est vraiment pas facile. Est-ce que l'hôpital pourra survivre? L'institution, c'est la médecine industrialisée. Les plastiques, les je sais pas quoi, les seringues, les opérations techniques. Enfin, c'est quoi faire de la médecine dans un mode post-industriel? Et c'est quoi la mobilité? Et là, ça pose des questions passionnantes du genre, est-ce que la sédentarité est encore possible? Parce qu'elle est née avec l'Holocène, et puis la sédentarité, c'est des humains qui se posent, et ils sont en prédation de tout le milieu. Et c'est comme un aspirateur, ça va vers les villes, et les villes captent tout. C'est comme un blob, la ville, la civilisation qui capte tout son environnement. Et donc, là, on a trop capté. À un moment, est-ce qu'on ne doit pas aussi penser, alors c'est ouvert, à, en tout cas certains, redevenir nomades, mais vraiment nomades? Est-ce que les frontières ont encore un sens à l'heure de l'Anthropocène? Enfin, il y a des questions complètement folles, et je pense qu'il faut ouvrir toutes ces pistes de recherche sans complexe, et y aller, et mettre plein de gens là-dessus pour creuser, et surtout laisser la possibilité à des zones d'expérimentation, et là je pense directement aux ZAD, zones à défendre, mais aussi zones à délirer, zones à décomplexer, zones à inventer quelque chose, des mauvaises herbes. Il faut des zones de mauvaises herbes. Je parle aux agronomes. Les mauvaises herbes, c'est l'expression de Brassens. Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, on en a besoin, parce que la résilience, elle vient de la diversité d'un système à retomber sur ses pattes. Si tout est en monoculture et qu'il y a un problème, on est mort. Il faut les mauvaises herbes pour pouvoir recréer la société du futur. Et ces mauvaises herbes, elles partent dans tous les sens, elles sont imprévisibles, elles sont contradictoires. Il faut cultiver le dissensus, la contradiction, le foisonnement. Dès qu'il y a une fissure dans le béton, il faut cultiver les mauvaises herbes. Ça, c'est de la résilience, dans tous les domaines. Donc c'est plutôt une invitation à ouvrir les champs de recherche et à se décomplexer là-dessus. Je parle aux scientifiques et aux chercheurs, mais aussi aux citoyens. Parce qu'il y a de la recherche sociale à faire. Enfin, bref. J'espère que j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? 2, 3, 4, 5. Brieux? Ah, ok. Pardon. Bonjour, on m'a demandé de me présenter, alors je me présente, donc Jules Girard, je suis enseignant de physique-chimie, physicien de formation, donc déjà je peux rajouter un truc pour la fusion. La fusion nucléaire, on en est encore très loin en fait. Il faut discuter avec les chercheurs qui sont spécialistes du domaine et pour l'instant il n'y a pas dans les 50, enfin pour peut-être les plus optimistes 30 ans, avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, à un retour sur investissement énergétique positif, on va dire. Mais c'est très très loin, quoi. Donc, là, par rapport à ce qui est présenté, le pic pétrolier sera dépassé depuis très longtemps, à mon avis, avant qu'on ait la moindre solution dans ce niveau-là. Ma question porte justement sur le début de l'exposé. D'abord, bravo pour toute la présentation qui était très intéressante. C'est sur la trajectoire avec la fin du pétrole. Il me semble que dans les conclusions sur la fin du pétrole, il y a des choses qui vont un petit peu vite, enfin moi qui me demanderaient des compléments pour être convaincu, notamment par exemple cette histoire de la queue, la deuxième partie de la gaussienne, on va dire, où il reste encore du pétrole, et c'est de plus en plus difficile de l'extraire, mais si j'ai bien compris, pour l'instant le retour c'est autour de 1 sur 20. Ça me paraît encore énorme en fait, donc je vois pas pourquoi l'être humain arrêterait d'exploiter du pétrole, si ce n'est qu'il y a la question climatique effectivement, mais elle paraît tellement lointaine et déconnectée que j'ai du mal à imaginer que notre civilisation d'un coup se dise le climat déraille, parce que c'est déjà le cas, donc on va arrêter d'exploiter du pétrole, même si ça tombe à 1 sur 5, c'est encore très rentable énergétiquement, et je pense que l'économie peut s'adapter à ça. Ce qui n'empêche pas après l'effondrement financier. Donc il y a l'interdépendance, mais j'aimerais bien avoir plus de détails peut-être sur ce point-là. Voilà, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions connexes qui ressemblent à ça ou qui sont dans ce sujet? Bonjour et merci pour votre présentation. Donc je m'appelle Mathias, je suis étudiant ici à Supagro. Un peu dans la même idée. Moi, je pense que je suis convaincu, mais j'ai toujours du mal à imaginer comment des sociétés multimilliardaires puissent pas avoir ça venir. Vu que c'est leur boulot de faire du profit, comment ils peuvent pas changer de paradigme, quoi.
Donc on était dans le pétrole, mais c'est une question sur les multimilliardaires. Ok. Les multinationales Multinationales. les multinationales multimilliardaires Ouais. qui exploitent le pétrole. Et donc la question, c'est t'as du mal à croire qu'ils y pensent pas déjà et qu'ils se préparent pas déjà. Ouais, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'eux, ils foncent droit dans le mur, quoi. Si il y a vraiment un pic pétrolier, ils font une croix sur leur profit. Sachant que c'est leur travail de faire du profit, comment ils peuvent ne pas voir ça venir? Est-ce que ils ont plus ou moins prévu le coup? Ouais. Ben, merci pour ces 2 questions. En fait, sur la fin du pétrole, donc le EROI, le taux de retour énergétique, il était énorme aux États-Unis, hein, on creusait à peine et ça jaillissait. Et là, c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire que le conventionnel, donc le brut conventionnel, 80% du pétrole, celui qu'on s'imagine, là, le liquide, c'est 80% de la consommation mondiale. Et en fait, il est en déclin, il est en pic depuis 2006-2007. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, on a besoin pour continuer la croissance de plus en plus de non conventionnels. Donc les sables bitumineux, les schistes, etc., les gaz de schiste, tout ça. Et ça, c'est hyper lourd. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'échecs dans la prospection, etc. Il y a des réussites, entre guillemets, des bonnes nouvelles pour eux. C'est que, par exemple, l'Arctique fond et il y a des routes qui sont ouvertes. Là, la semaine dernière ou cette semaine, le premier bateau commercial a traversé, là, ils ont fêté ça. Bon, ça, c'est une boucle de rétroaction aussi. Du coup, l'EROI baisse. Alors, en dessous de 1 sur 20, disent les spécialistes, ça devient difficile pour une société parce que la société doit se mettre à faire des choix. Ce qui est basique, manger, tout ça, ok, on peut investir là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait si l'énergie diminue? Les fonctions régaliennes, l'alimentation, tout. Et après, il y a les trucs un peu moins importants, peut-être les systèmes de santé, j'en sais rien. Et après, bon, l'art, la culture, tout ça, on s'en fout. Et puis, c'est ce que les gens peuvent croire. Et donc, il y a une priorité. À un moment, clac, 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 on ferme les budgets, peu à peu, progressivement. C'est ça le danger de l'EROI. Et ça met sous tension les systèmes financiers. La crise des subprimes, à l'époque, c'était en juillet, je crois que c'était juillet 2007, il y a eu le prix du baril qui a flambé, qui a dépassé $150 le baril. Ça a mis sous tension toute l'économie mondiale. Et le maillon faible, c'est les subprimes. Ça a sauté, crise systémique en cascade, machin, comme j'ai dit. Donc, l'énergie, elle peut mettre sous tension. Si le prix est trop bas ou si le prix est trop haut, ça met sous tension tout le système. Donc, on est très dépendant de l'énergie. Et là, l'EROI, en fait, c'est un mur thermodynamique parce qu'il baisse de manière, enfin, je ne sais pas si exponentielle, mais en tout cas très forte, comme ça. Et on a un mur thermodynamique. Et donc, la question plus importante pour moi, c'est pas de savoir si on arrivera à tout retirer. C'est combien on peut encore brûler pour pas exploser le climat, pour pas que la pirogue, elle file tout droit vers la planète étuve. Et là, les études font froid dans le dos. Enfin, je veux dire, le chiffre communément admis, c'est qu'on doit laisser 2/3 des énergies fossiles, des réserves prouvées, sans prospection. On doit les laisser dans le sous-sol. La question, c'est est-ce que l'être humain est capable de laisser ces énergies dans les sous-sols? Voilà. Oui et non, peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça paraît difficile vu tous les verrouillages qu'il y a, et on en vient justement à la question des élites. Là, il y a des énormes verrouillages. C'est Hervé Kempf qui montre bien dans son livre « Comment les riches détruisent la planète » qu'il y a, quand il y a trop d'inégalités, trop de stratification sociale, ultra pauvres, ultra riches, à un moment, il y a des cloisonnements qui se font et les classes tournent entre elles. Et chaque classe veut imiter la classe du dessus et on part dans une surconsommation parce que tout le monde veut ce qui fait la caractéristique de la classe de dessus. Et les ultra riches, ils sont du coup dans un cocon, un nuage, une sorte de bulle, et ils ne se rendent plus compte, ils n'ont plus assez de feedback sur leur environnement. Ils sont dans une telle abondance, ils sont tellement déconnectés hors sol qu'ils n'ont plus de signaux. Alors, ils n'ont plus, pas forcément, parce qu'il y en a qui sont très intelligents et qui ont des signaux. Chomsky disait
Noam Chomsky, il disait, moi, si je veux être bien informé d'état de la planète, je lis le Wall Street Journal. Pourquoi ? Parce que les financiers, ils ont des millions, des milliards, ils veulent bien placer leur argent, ils veulent savoir exactement ce qui se passe en géopolitique, tac, tac, tac. C'est très objectif. Donc il y a des gens très informés dans les élites ultra riches, politiques et économiques. Les élites. À Davos, par exemple, je crois que c'était en 2012, Raphaël qui avait pris ce graphique, il me disait le thème de l'année à Davos, c'est la résilience. Et les gens ils réfléchissent à ça, les ultra riches, les ultra puissants, à la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, ils sont hyper informés. Et si moi j'arrive à voir ces publications scientifiques et à faire mon petit PowerPoint, c'est que ils ont quand même des experts qui savent faire ça. Alors, est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils y croient? Bonne question. Est-ce qu'ils savent, mais ils n'y croient peut-être pas? Alors, pour moi, il y a une biodiversité aussi d'ultra riches, comme les politiciens, c'est comme toutes les classes sociales et tous les milieux. Il y a de tout. Et on trouve des gens qui ne veulent pas savoir, ceux qui savent mais qui n'y croient pas, ceux qui savent et qui y croient, ceux qui savent, qui croient et qui ne peuvent rien faire, parce qu'ils ont un patron, ceux qui savent, qui croient, qui peuvent faire et qui font. Et il y a plein de riches actuellement, en valeur absolue, peut-être pas en relative, mais il y a plein de riches, ultra riches, qui veulent changer et qui ont une vision radicale de l'effondrement, de l'agroécologie, de la permaculture et qui ont des millions à investir là-dedans et des terres. Et ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ont peur des permaculteurs avec des dreadlocks et tout ça. Ils savent pas comment. Et les permaculteurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de terrain, ils ont des super idées, ils ont peur d'aller voir des ultra riches. Et ils savent même pas où c'est parce que c'est des classes sociologiques différentes, ils se côtoient pas, ils n'ont pas les mêmes clubs, les mêmes voilà. Donc il y a plein de dans les verrouillages, les déverrouillages, il y a plein de travail à faire. Et puis il y a les ultra riches qui se préparent en mode survivaliste. Il y a eu un article célèbre dans New Yorker qui décrivait voilà toute l'économie des bunkers dorés. Aux États-Unis, ils s'achètent des terres en Nouvelle-Zélande avec un jet privé, une piste d'atterrissage rien que pour eux, avec des barbelés, tout ça, des potagers, des gens qui font des potagers pour eux. Et puis ils sont en Suisse, et puis en cas de pépin, hop, ils filent dans leur potager en Nouvelle-Zélande. Enfin, tout un imaginaire comme ça. Évidemment, quand on a de l'argent, on va plus vite. Et si on a de l'argent et un imaginaire survivaliste, on va plus vite là-dedans, dans la préparation. Mais si on a un imaginaire transitionneur, quand on a de l'argent, on finance les mouvements de la transition. Et je connais des ultra riches qui financent des mouvements de la transition de manière très efficace. Donc il y a de tout. Et je pense que ces derniers mois, ça bascule. Et on l'a tous senti cet été, il y a eu un basculement, il y a eu Nicolas Hulot, il y a eu la canicule, il y a eu la planète étuve, l'étude. Dans l'imaginaire populaire et dans toutes les classes, ça bascule. Et tout ce que je dis là n'étonne plus beaucoup, alors qu'il y a 5 ans, les gens étaient sidérés, il y en a qui partaient de la salle en pleurant, il y en a qui ne croyaient pas, enfin voilà. Et il y en a qui ne voulaient pas savoir. Donc là, même chez les ultra-riches, je pense que ça bascule. Et ceux qui vont se mettre dans les bunkers, ils sont conscients des dommages au système Terre, et ils sont conscients des dommages sociaux et de la colère populaire, de la vindicte populaire. Et ils se protègent de ça aussi. Il y a des projets, par exemple, de faire des grandes îles flottantes, des bateaux, villes, qui vont partir en autonomie sur la mer, avec des centaines d'ultra-riches, avec panneaux solaires, tout ça. Ils vont vivre, en sachant que toutes les terres vont être en effondrement, donc ils vont laisser les gens s'entretuer. Quand il n'y aura plus de civilisation, ils vont revenir. C'est des projets. Je veux dire, cet imaginaire-là existe, c'est sidérant. Ouais, l'être humain est quand même étonnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ma part, de plus en plus, c'est exponentiel. J'aurais aimé prendre la parole, mais c'était pas forcément une question, c'était je suis là. Voilà, j'ai le bras levé. Du coup, alors, je m'appelle Maxime Chattard, 43 ans, viticulteur en cave coopérative. La cave coopérative, c'est important de le dire parce que pour générer de l'argent en cave coopérative, il est indispensable de faire du fruit, du raisin. Et on est payé au kilo et au degré. Du coup, moi je suis arrivé là alors que j'aurais souhaité faire marin-pompier en outre-mer et jouir du plaisir de faire du moré et alterner le moré et le soin à la personne. Du coup, grâce à cette amputation que dont j'ai frôlé là, au pied droit, je me suis dit, le dépouillement m'intéresse, notamment depuis 2013.
une femme que j'ai rencontrée et avec qui j'ai partagé sa vie pendant 3 ans, qui a repris ses études au master en sciences, ingénierie de l'écologie et gestion de la biodiversité. Et elle m'a ouvert les yeux sur des pratiques culturelles différentes et qu'il serait bon de se faire aider personnellement et pour pouvoir induire un changement. Et sur mon tracteur, j'ai pris plaisir à écouter quelques-unes de vos conférences et d'autres collègues. Et je peux d'ailleurs glisser que on a tous, vous-même aussi, bien progressé et je jouis de plaisir d'avoir écouté ce changement aujourd'hui. Alors, moi, sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est le dépouillement. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amputation. Donc, imaginons qu'on soit amputé, carencé. Que je trouve intéressant, c'est de travailler sur le dépouillement. Et notamment, j'ai proposé à mes amis de se retrouver le samedi 27 octobre à midi pour un repas que j'ai intitulé La transparence. Je trouve intéressant de sortir chacun de sa zone de confort et d'aller au-delà de ses limites et de ses convictions, de ses croyances. Et j'apprécie que de dire que le doute est le muscle de la foi. Donc, en se mettant à nu, au sens figuré face à mes amis, je souhaite générer, impulser une dynamique de surprise et pourquoi pas imaginer changer de place entre chaque mets. En tout cas, la plantation d'arbres que j'ai initiée il y a 3 ans, comme le repas que je propose le samedi 27 octobre, ce sont des petits événements ponctuels qui permettent de co-créer et de créer une dynamique de régénération. En l'occurrence, pour ma part, mon métier, c'est la régénération de mes écosystèmes et c'est passé par différentes réflexions. Et maintenant, après la réflexion, ce qui compte, c'est l'action. Et l'action tout seul, ça ne fonctionne pas. Et quel est le lien entre le repas et le dépouillement ? Grâce au repas, on peut aborder le dépouillement. Si on se dépouille tout seul, sans se faire aider par les autres, voilà. Et le repas, l'alimentation, notamment nutritive, nous permet de nous réunir et d'aborder les sujets. Ok, merci. Je vous en prie. Moi, je trouve ça intéressant parce que justement... Ça me fait penser à l'émission de télé, peut-être. Alors, j'ai pas la télé et je l'ai découverte hier, l'émission. Ça s'appelle Nu et culotté. Et donc, c'est Nance, que j'ai connu par ailleurs. Il m'a dit il faut que tu vois cette émission. Je savais même pas qu'il faisait une émission. Du coup, je regarde l'émission au Québec, elle est géniale. Ils partent nus en voyage, sans argent. Ils ont un objectif. Et là, en termes de dépouillement, je pense qu'ils sont assez forts. Parce que justement, ils vivent. L'entraide, la fraternité, la générosité, l'empathie, grâce à un dépouillement. Et pour moi, il touche à quelque chose de l'ordre de l'humilité. Et l'humilité, c'est la base de toutes les spiritualités, le point commun de quelque chose qui nous fait avancer, nous relier aux autres. Ils sont vraiment dans le lien. Ils arrivent, ils n'ont rien, ils sont humbles et ils se relient facilement. Et pour moi, c'est une des clés... C'est dur de développer là en quelques minutes, mais c'est vraiment une des clés de l'attitude pour les tempêtes à venir, pour se relier. L'humilité, le dépouillement, etc. Voilà, ça fait un peu penser à la décroissance, à la sobriété heureuse. Parfois, il y en a qui râlent, qui sont pas OK avec ça. Mais je pense que c'est une voie intéressante à creuser parce que ça bouleverse à la fois l'imaginaire, à la fois notre rapport au monde. Et par spiritualité, j'entends le rapport au monde. Comment être au monde ? C'est ça, juste la question spirituelle. Elle peut être laïque ou religieuse, on s'en fout. C'est notre rapport au monde, aux autres, comment on aborde les tempêtes et comment on se change soi-même. Du coup, voilà, c'est ce qui résonne avec votre intervention. Merci. Bonjour. Ici, sur l'autre côté. Là. Bonjour. Du coup, je m'appelle Thomas Yaptef. Je suis étudiant aussi à Supagro. Et en fait, moi, c'est plutôt mes questions par rapport dans votre présentation, qui est très bien, vous présentez en fait un effet un peu boule de neige et un effondrement vraiment violent un peu de notre système actuel. Mais est-ce que vous ne pensez pas en fait que les améliorations technologiques et de connaissances qu'on a à l'heure actuelle, donc ça peut être pour le volet énergétique, c'est plus pour la production décentralisée avec des systèmes renouvelables qui ont des défauts, mais qui commencent à quand même avoir des innovations vraiment intéressantes. Je parle moins lointain que la fusion, mais plus sur des systèmes de stockage à hydrogène qui peuvent être couplés avec des énergies renouvelables ou d'autres
d'autres façons de penser les mix énergétiques. Donc ça, c'est plus volet renouvelable. Et volet agriculture, ça peut être orienté sur la sélection variétale, sur des plants qui résistent aux problèmes plus résistants aux problèmes hydriques ou aux problèmes de salinisation, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, toutes ces améliorations, elles vont nous permettre d'avoir une transition, un effet boule de neige, entre guillemets, qui soit moins violent que ce que vous annoncez, qui va arriver en fait plus... Enfin, ça risque d'être violent, mais de façon moins importante que celle que vous présentez à l'heure actuelle. Merci. Ouais. Et dans votre question, il y a vraiment le mot croire. Est-ce que vous croyez pas que c'est intéressant? Oui. On est vraiment dans l'imaginaire. Et et quand je dis imaginaire, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est du vent. C'est que on est vraiment dans la croyance fabrique aussi la pensée et les actes. Et moi, j'y crois plus trop, à vrai dire. Par exemple, l'hydrogène aussi, c'est quelque chose d'assez centralisé, qui est très consommateur d'énergie. Pour faire de l'hydrogène, le stocker, faut du métal, faut des usines derrière. Enfin, c'est peut-être un peu mieux, j'en sais rien, ça dépend de quel point de vue. Mais moi, je le vois encore comme des systèmes trop centralisés. Et pour moi, les deux défauts majeurs du système industriel, c'est 1, la taille, et 2, la centralisation. Et ça, c'est vraiment l'inverse de la résilience, quoi. Et la taille, en fait, très rapidement, il faut revenir à la pensée d'Ivan Illich dans les années 70 et toute l'affiliation Léopold Kohr, Ernst Schumacher, Small is Beautiful, etc. Ils ont déjà pensé ça, c'est-à-dire que tout système technique, en gros, quand il est inventé pour libérer l'école, la voiture, tout ça, ça fait de l'éducation, ça fait de la mobilité, et à un moment, ça croît jusqu'à un certain seuil qu'ils ont défini comme la convivialité, le seuil de convivialité. C'est Illich qui a lâché le mot. Et au-delà de ce seuil, le système se retourne contre les humains. C'est moi ça et aliène la voiture. Quand il y a trop de voitures, on passe plus de temps dans les bouchons. Et en ville, les vélos sont plus rapides en moyenne que les voitures. Voilà un système contre-productif. L'école libère au début. Pour les pays très pauvres, ça libère un peu, on apprend à lire et à écrire. Et à un moment, il y a trop d'écoles, ça normalise trop, ça fait des robots et des moutons. Et donc, le système se retourne contre. Et les médecines, c'est pareil. Illich parlait de némésis médicale, il parlait que les maladies, maintenant, on va à l'hôpital, on attrape plus de maladies qu'on en guérit, les maladies nosocomiales. Voilà. Et donc, la question du seuil et de l'échelle et de la taille, elle est fondamentale. Pour l'énergie, on applique ce principe. C'est quoi revenir à une taille conviviale, une taille humaine? Par exemple, Illich, il disait un truc génial. Il disait en conférence, il a donné plein de conférences partout, et il disait j'utilise jamais de micro. C'est sa règle. Quelle est la taille d'auditoire conviviale? C'est la distance de ma voix. Je ne veux pas d'artifice qui porte plus loin. Vous devez pouvoir m'écouter sans micro. Alors ça dépend, si on est à côté d'une autoroute, peut-être c'est 5 personnes d'auditoire. Si on est dans la nature, il n'y a personne, etc. Et que c'est une disposition intéressante, il peut y avoir 400 personnes. Donc il n'y a pas de taille idéale. Il y a des tailles qui dépendent. Les systèmes des énergies renouvelables, ça sera très différent en France qu'en Algérie, qu'au Mexique, etc. Mais je pense qu'il faut appliquer ces principes du vivant, je ne les ai pas décrits ici, mais cyclicité, etc. Petite taille, allez voir les principes de permaculture, les 12 principes. Ça veut dire qu'on va, pour des énergies renouvelables, mais à petite échelle et en basse technologie, en low-tech. Et puis, ils sont très différentes suivant chaque région. Et après, une fois qu'on est sur ça, on peut commencer à connecter des petits réseaux, parce qu'on gagne en résilience quand on interconnecte, mais pas trop. Comme on l'a vu, si on interconnecte trop, on perd en résilience. Donc il y a un équilibre à faire. Voilà, c'est complexe. Je pense qu'on a les capacités, on a assez de millions d'ingénieurs sur Terre pour y aller. Il faut juste y croire et aller, et se bouger, commencer à pagayer. On peut le faire. Donc je ne dis pas non aux énergies renouvelables, mais je dis attention, quelles énergies renouvelables?
Bonsoir, je me permets d'intervenir ici. C'est pour rebondir avec ce que vous venez de dire en fin de compte. Dans une de vos diapositives, au départ, vous avez montré avec pertinence, comme tout le reste de votre exposé d'ailleurs, que les systèmes les plus résilients sont en fait les plus hétérogènes. C'est parce qu'on a dans un même milieu plusieurs façons de se développer, plusieurs façons de faire en fin de compte, que s'il y a une catastrophe, il y en a au moins un qui pourra après se régénérer. Et du coup, je trouve que dans le milieu alternatif, justement, on a souvent tendance à vouloir hiérarchiser quelles alternatives sont les mieux, ou vouloir en sélectionner une principalement qui résoudrait tous les problèmes. Or, c'est assez illusoire puisque chaque chose a des avantages et des inconvénients. Et le fait de ne se limiter qu'à une seule chose, on décuple un peu les avantages, mais surtout les inconvénients, évidemment. Et du coup, c'est aussi en lien avec tous les différents types de réactions que dans les comportements qu'il y a. Vous avez cité les aquabonistes, les salapétistes, les survivalistes et tout ça. Chacun, en fait, a une façon d'envisager les choses et va aller essayer de développer ce qui a le plus de sens pour lui. Je trouve que plutôt que d'en faire une source de conflit, ça devrait être une richesse et une façon de complémentarité. Le problème, c'est que souvent, comme vous le citiez avec les ultra-riches qui ont parfois un peu de mal à descendre de certaines catégories sociales pour aller concrétiser des idées et inversement, comment est-ce qu'on permet à toutes ces petites alternatives-là de communiquer les unes avec les autres? Vous qui êtes souvent amenés à côtoyer des publics très différents, des scientifiques de disciplines très opposées, je voulais savoir si vous aviez éventuellement des techniques pour éviter tout de suite les grands conflits, les emportements, des façons de communiquer un petit peu plus raisonnables, en fait, on va dire, en se considérant de façon complémentaire. Ça, c'est une bonne question. C'est un peu long, désolé. Alors, je reviens à la première partie de la question. J'ai noté tout, hein, mais c'est une des manières de comprendre la résilience. C'est intéressant c'est un travail d'un chercheur, je crois, qui s'appelle Ulanovic. Il a montré que les systèmes, quand on peut les faire aller vers plus d'efficacité, à ce moment-là, on perd en résilience. En fait, l'efficacité et la résilience sont opposées. C'est-à-dire que nous, on va faire une économie à flux tendu, sans stock, parce que les stocks, ça coûte cher. On va interconnecter tout, etc. Ça va être hyper efficace. Si vous voulez telle chose, tac, vous commandez sur Internet, ça arrive. Par contre, on perd en résilience, parce que là, pour avoir dans un système de la résilience, il faut des petits stocks partout, de la redondance. Quand vous avez une fonction, il faut 3 choses qui font la même fonction. Par exemple, je sais pas moi, l'eau dans un système agricole. Si vous avez que, je sais pas moi, la nappe phréatique, si elle est polluée, c'est foutu. Par contre, si vous avez en plus des stocks d'eau de pluie, de l'eau de ville, de machin, une mare, enfin je ne sais rien, si vous multipliez, voilà, ça gagne en résilience. Par contre, c'est moins efficace. Le voisin, il va vous dire, pourquoi tu as tout ça là, tu t'emmerdes à faire des panneaux solaires, une mare, machin. Sois efficace, mais on perd en résilience. Et en fait, notre société est devenue extrêmement efficace et très vulnérable. Et on est coincé, il y a un verrouillage de l'efficacité, parce que c'est très dur pour une société d'aller vers moins d'efficacité. On devient moins compétitif. En plus, on est dans un bain idéologique de compétitivité, c'est affreux. Et du coup, tout doit aller vers l'efficacité. Alors on est en train de se rigidifier, de se cristalliser, et tac, ça peut tout s'effondrer en un château de cartes. Donc aller vers la résilience, c'est vraiment remettre le curseur entre... Parce que si c'est trop résilient, après on perd en efficacité, et puis c'est plus stable non plus. Donc il faut vraiment trouver un bon équilibre. Et là, les systèmes sont trop grands, trop inertes, trop verrouillés, etc. Et toutes les sensibilités pour agir, mais aussi, j'ajouterais, toutes les échelles. Et il y en a qui sont très sensibles à l'échelle municipale, du quartier, ils vont s'investir dans leur ville, dans leur rue, ou même pour eux, leur famille, et c'est OK. Et puis d'autres qui vont s'investir à l'Europe, essayer de faire des lobbies avec des ONG pour changer l'Union européenne, le monde, l'ONU, tout ça. OK. Moi, je suis moins sensible à ça, mais il y en a qui y croient. Donc voilà, il faut toutes les échelles, sachant que quand on parle d'effondrement, on parle d'un effondrement des macrostructures, parce que les macrostructures sont très coûteuses en énergie, c'est ce qui s'effondre en premier.
C'est pour ça que Rob Hopkins et le mouvement de la transition investit dans le bottom-up, dans les municipalités, dans ce qui est proche, ce qui est local, parce que on aura après les leviers de retrouver notre puissance d'agir à tout un chacun. Ben, un des moyens les plus faciles, c'est de retrouver dans le quartier, dans la municipalité, des réflexes et des compétences d'agir en commun. Donc, oui. Parfait. Magnifique. J'y crois plus à ça qu'à la fusion nucléaire. Mais en tout cas, c'est une piste de recherche intéressante. Mais ça me fait dire aussi, avec Gauthier Chapelle, il rigole tout le temps là-dessus. On a une slide... Ah non, je ne l'ai pas ici. Sur les systèmes hiérarchiques pyramidaux. L'être humain, là, on est devenu hyper efficace et on est structuré, les grandes entreprises, les pays, les militaires, tout ça, en hiérarchique pyramidale. Le hiérarchique pyramidal, c'est hyper vulnérable. C'est certes efficace dans telles conditions, mais en fait c'est fragile. Quand les conditions, l'environnement changent, ça s'effondre. C'est pas résilient, c'est efficace mais pas résilient. Pourquoi la nature n'a pas sélectionné ça en 3,8 milliards d'années? Il n'y a pas de système naturel hiérarchique pyramidal. Il n'y a pas dans la forêt un arbre qui dit « toi tu pousses pas ». Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de chef. Chez les fourmis, c'est auto-organisé. Alors, il y a différents degrés d'hiérarchie, il y a un peu des hiérarchies, mais nous, chez les chimpanzés, je pense, et encore, c'est des petites échelles, on en vient au seuil de convivialité, des systèmes hiérarchiques pyramidaux comme ça, rigides, c'est en train de s'effondrer parce que le milieu change. Et d'ailleurs, on voit toute une économie collaborative, horizontale, latéralisée, dit Rifkin, c'est en train d'émerger parce que c'est beaucoup plus résilient et puissant quand l'environnement est changeant. Donc oui, il y a du bottom-up, de la décentralisation, des petites échelles, du fédéralisme. Et là, je pense que la philosophie politique anarchiste, libertaire, a beaucoup à apprendre. En tout cas, c'est une bonne piste de recherche pour créer des systèmes politiques hyper organisés, basés sur l'entraide, mais en diminuant les échelles de pouvoir et de domination. Et là, je pense qu'il y a une belle piste de recherche pour le mouvement de la transition. Juste sur les ultra-riches, parce que ça est revenu, il y a une métaphore des ultra-riches qui sont dans leur cocon, et c'est le bip-bip et le coyote. Vous savez, quand il y a un moment, il y a bip-bip, le coyote se retrouve au-dessus de la falaise, là, il fait « oh, oh », et c'est 2 secondes où il fait « oh, oh ». Ça, c'est la situation des ultra-riches avant un effondrement. En fait, maintenant. Parce qu'ils sont là. Le monde est déjà en train de s'effondrer et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont les leviers, le pied au plancher, le volant et tout. Et ils commencent à faire « oh, oh », mais c'est déjà trop tard. Donc pour moi, le problème des ultra-riches, ça rejoint le verrouillage aussi, psychologique, socio-technique, c'est ça. Et il y a des classes sociales qui s'effondrent, et il y a des milieux qui s'effondrent, mais ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas, ils ne le ressentent pas. Et comment communiquer les alternatives et comment on évite de s'entretuer? J'en sais rien, sinon j'aurais le prix Nobel. Mais je pense que c'est le grand défi. Vous savez, on parle des compétences à avoir, à acquérir pour les tempêtes. Ouais, il faut savoir manier une arme, cueillir les plantes sauvages, comestibles. Moi, je pense que la grande compétence, c'est savoir vivre en groupe. Les groupes les plus coopératifs, les plus cohésifs seront ceux qui survivront le mieux. Et on a beaucoup de boulot parce qu'à l'école, on nous désapprend la démocratie, le vivre ensemble. Enfin, on n'est pas du tout formé à ça. Et c'est super dur et super long. Ça met des années à apprendre, et dans les larmes et la douleur. C'est difficile, quoi. Donc, ouais, c'est un des aspects, pour moi, prioritaires de la transition, c'est apprendre à vivre ensemble. Gros boulot. Élise, ici. Il y en a un ici, là, et après là. Bon, c'est un peu con parce que j'allais te demander si tu avais une idée de comment on peut formaliser des réseaux, tisser des réseaux résilients pour la période de l'effondrement et post-effondrement. Enfin, comment on fait ça? Est-ce qu'on se base sur les structures qui sont déjà existantes, les assos qui mettent en avant les transitions? Ou est-ce qu'on construit des réseaux plus informels et souterrains? Parce qu'il y a aussi
l'entité de l'État, au final, il est assez peu présent. Tu parles beaucoup d'individus, d'ultra riches, de groupes dans une logique un peu anarchiste, justement, ce qui est très fécond. Mais qu'en est-il de l'État, des États-nations et des rapports conflictuels entre États dans un monde où la géopolitique est encore quasiment exclusivement basée sur l'État-nation souverain et sur la compétition? Et il y a un gros enjeu qui avait été soulevé pendant l'Université d'État à Grenoble cet été, qui était la solidarité. Comment on arrive à rester solidaire, mais pas juste entre nous, blancs, écolos et éduqués, mais comment on arrive à être solidaire aussi à travers, entre plusieurs pays, entre plusieurs classes sociales, etc. Bon, on n'avait pas trouvé de réponse cet été, donc je ne sais pas si on va en trouver une aujourd'hui. Si t'en as, je suis preneur, parce que c'est vraiment l'enjeu de la décennie, là. Alors, sans trouver la solution, parce qu'on ne cherche pas des solutions, mais est-ce que tu as vu des pistes de predicament? Faut apprendre à bien vivre avec. Il y a des petites solutions ponctuelles, hein, mais là, il y a plusieurs questions en une. Hein. Tu disais le formel, l'informel, les réseaux. On appelle ça les réseaux des tempêtes. L'expression de Johanna Messi, une éco-psychologue, qui a 85 ans et qui œuvre. Quand on lui demande pourquoi vous faites ça, elle dit pour éviter qu'on se tape dessus quand les tempêtes arriveront. Et donc le formel, l'informel. Alors l'État, on me pose souvent la question parce que le problème c'est que l'État a le monopole de la violence et donc c'est le garant de l'ordre social. Et la question de l'effondrement, elle est très gênante parce qu'elle dit justement que ce sont les macrostructures qui souffrent le plus, qui s'effondrent, qui sont complexes, qui sont énergivores, etc. Toute l'administration, toute la police, toute l'armée, tout ça, c'est beaucoup d'énergie et de ressources humaines et tout, et ça s'effondre assez vite. Donc, comment on vit? Nous, dans notre imaginaire, on est né là-dedans. On n'a jamais connu un mode d'organisation sans État. On croit que ça fonctionne pas, qu'on va tous s'entretuer, s'étriper, on va tous être des zombies jusqu'au dernier, quoi. Enfin, je veux dire, à s'entretuer jusqu'au dernier. Il y a toute une mythologie, les films hollywoodiens qui travaillent quand même pas mal. Moi, j'ai été quand même plusieurs années dans le mouvement libertaire, anarchiste, et c'est plutôt l'inverse. Alors, c'est pour ça que j'ai assez confiance dans certaines choses, quoi. Je crois plus trop à ce mythe de on va tous se entretuer. Il y aura des violences, il y a de la géopolitique très violente en ce moment. La culture de l'égoïsme elle va être dramatique, ça va créer beaucoup de violences sociales. Mais l'être humain a énormément de ressources qu'on a montré dans ce livre. Et il y a beaucoup de modes d'organisation non étatiques pour assurer les besoins de base, pour s'organiser, quoi. Donc moi, Kropotkin, je parlais de Kropotkin en 1902, l'entrée d'un facteur d'évolution. Qu'est-ce qu'il a fait, Kropotkin? C'est un scientifique, un géographe. Il a adoré Darwin. Et il a été formé à l'école de zoologie russe, qui croyait à la sélection naturelle, mais pas du tout à la compétition. Et donc, ils ont interprété Darwin différemment. Et Kropotkin, il a dit, mais c'est génial ça, Darwin. Je vais aller observer la sélection naturelle dans la nature. Qu'est-ce qu'il a observé en Sibérie, après des années, avec son équipe? Il a observé que ceux qui survivent, c'est ceux qui coopèrent. C'est pour ça que son bouquin s'appelle « L'entrée d'un facteur d'évolution ». Il a fait un tour d'horizon scientifique. Qu'est-ce qu'il en a déduit comme théorie politique? Que c'est l'État, l'invention de l'État, il y a 3-4 siècles, qui a détruit tous les liens sociaux du Moyen-Âge, les guildes, les communautés, etc., qui étaient très solides. Ça a tout détruit dans la violence. Ils ont pris le monopole du lien social et de la violence officielle, quoi. Et Kropotkin disait, et c'est un des piliers de l'anarchisme, si on détruit l'État, l'entraide va revenir spontanément, va revenir et peut revenir. Parce que c'est l'État qui empêche. Alors voilà, il a tordu dans l'autre sens. Mais je pense que ça a libéré, ça a créé des failles dans notre imaginaire. Et moi, ça m'a fait du bien d'aller vers ça, d'aller voir ces théories, d'aller voir ces pratiques. Il y a plein d'exemples dans l'histoire où ça a marché. Il y a eu des modes d'organisation plus petits, à petite échelle, etc., différents. Et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ce soit en agronomie, en énergie, en mode d'organisation, c'est toujours la même chose. Comment on applique les principes du vivant, comment on ne dépasse pas les seuils de convivialité, comment on fait en sorte que ça soit plus ou moins résilient. Et c'est que du laboratoire de recherche, je veux dire, c'est que de l'essai-erreur. Je pense qu'il ne faut pas arriver avec un modèle.
C'est quoi ton modèle? On me demande souvent, société, on ne se pose pas la question. On essaye plein de choses, et peut-être qu'il y en a un qui va marcher. C'est plutôt ça, c'est plus organique comme posture, comme approche. Et c'est pour ça que j'ai pas la solution. Et en plus, si j'avais une solution, enfin, je veux dire une recette, je sais pas si je la dirais, parce que ça a peut-être marché à tel endroit, à telle époque, à telle culture, avec telle personne, mais ça ne marchera pas ailleurs. Donc je fonctionne plus en principe qu'en loi et en normes et en recettes et en solutions et en modèles. C'est beaucoup plus organique et souple. Voilà, j'ai pas essayé de noyer le poisson et de faire une réponse de Normand, mais ça dit beaucoup qu'on doit inventer. Et c'est pour ça que l'imagination est vraiment à développer. Et dans notre bouquin, on parle de science-fiction. La science-fiction, c'est fondamental. Et les sociologues, ils font pas d'expérience de pensée. Les physiciens, ils font une expérience de pensée quand ils n'ont pas d'argent. On s'imagine un vaisseau, comment réagit un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière et qui revient sur Terre? Quel âge ont les passagers? Vous savez, c'est des expériences de pensée que les physiciens font, mais ils n'ont pas d'argent pour faire les expériences. Et donc, ils font des expériences de pensée. C'est décomplexé en physique. Mais en sociologie, les sciences humaines, ils ont fait l'impasse là-dessus. Ils font plus d'expériences de pensée. Parce que les sociétés, c'est tellement complexe qu'ils ne peuvent pas paramétrer bien et se dire, bon, si on fait ça, si on réduit les inégalités, si on fait ci, fait ça, comment la société va... Et ils ont laissé ça aux romanciers, à la science-fiction, à l'anticipation. Et c'est fondamental d'arriver à retrouver l'imagination du futur, à se réapproprier le futur. Et le romancier, il est obligé d'aller dans les détails, d'être crédible, sinon il n'a pas de lecteur. Du coup, il fait des expériences de pensée géniales. Et en ce moment, il y a plein de science-fiction qui sort, plus féminine, moins fusil à pompe et on se bute tous. Et en fait, avec des modes d'organisation, je pense à Ursula Le Guin, enfin, il y a plein de... Voilà, je pense que l'imagination et la science-fiction, c'est un des outils qu'on a majeurs, qu'il faut réactualiser, se réapproprier. Je suis un peu long là pour les réponses. Bonsoir. On a moins de... Juste là au milieu. Il y a le monsieur qui lève la main là aussi depuis le début. Il nous reste combien de temps, Brieux? Il reste 10 minutes. Oula. Peut-être qu'on peut prendre 3-4 questions, puis je fais un mix. Je ne suis pas étudiant en agronome, mais collapso intermédiaire, on va dire. Et pour essayer de revenir au point principal que sont donc l'énergie et comment est-ce qu'on va manger en fait dans 20-30 ans. Quand on a des rapports qui sortent comme quoi BP et Shell prévoient en fait des scénarios à plus 5 degrés d'ici un futur proche. 2050. Ouais, 2050. Et quand on a Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, qui a reçu le prix Vetlesen, je crois, qui nous prévient qu'on a 2-3 ans en fait en fenêtre pour agir. Donc c'est plutôt sérieux, hein, donc quand on prend un peu tous les éléments. Est-ce que quand on parlait de moyens d'action, de levier, est-ce que nos premiers moyens d'action ne seraient pas déjà le désinvestissement des énergies fossiles et en deuxième lieu, de rediriger les 365 milliards qu'on met pour la PAC pour justement créer nos centaines de millions de nimaculteurs dont on a besoin pour se nourrir dans les 20-30 ans? Ouais, je signe. Si tu as un programme, je signe. Je vote. Est-ce que ça ne serait pas notre devoir en tant que citoyen, en tant que personne informée? Mais il y a des verrouillages immenses. Il y a des verrouillages immenses nationaux, européens, etc. Donc il faut une pression populaire, une organisation. Et c'est pas facile. Enfin, c'est vrai. C'est prioritaire, mais c'est pas facile. Non, sans parler de révolte, mais un peu comme Étienne Chouard discute de se réapproprier nos pouvoirs en fait politiques et changer à la racine. Tout à fait. Sur le désinvestissement, par exemple, si vous dites à la société, aux bourses, à la finance, bon, tout ce qui est dans les sous-sols, là, on n'a plus le droit de le sortir pour une question climatique. Parce qu'en en fait, ils ont chiffré tout ça, les financiers. Ça a de la valeur. Si vous dites on ne le sort plus, hop, on efface sur les ordinateurs la valeur de ces actifs, tout s'effondre. Toute notre finance s'effondre. C'est des milliards et des milliards. Donc si tu décides que ça n'a plus de valeur ce qui est dans les sous-sols, la finance s'effondre, donc l'économie, parce qu'il y a des chaînes d'approvisionnement, tout ça, donc on provoque l'effondrement. Alors c'est très bon pour le climat.
Et il y en a qui le souhaitent. Et ça serait peut-être une mesure à faire. Peut-être, en tout cas, il faut décider politiquement, collectivement, si on peut le faire, si on doit le faire, quand est-ce qu'on le fait, etc. Si on le fait graduellement ou pas. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Mais c'est une question majeure, mais qui déclenche un effondrement, tu vois. Donc, est-ce que c'est un programme politique, ça? Est-ce que c'est... Voilà, ça aussi, c'est une question. Et c'est un fameux verrouillage politique. Mais oui, plus à tes propositions. Une question qui est directement en rapport avec ce qui vient d'être évoqué. Je passe le micro juste après, j'en aurai pour 30 secondes. Est-ce que je pourrais récolter votre avis sur la troisième voie qui est proposée par l'économie de l'environnement? Donc, troisième voie par rapport à cette opposition entre économie et nature. Donc, économie de l'environnement qui consiste à mettre un prix sur les biens et services environnementaux qui étaient considérés comme incommensurables jusqu'ici. Est-ce que vous pensez que de mettre un prix donc, sur ces biens et ces services pourrait nous éclairer de manière pertinente sur les choix de société à faire et en particulier sur les choix de système alimentaire à faire pour s'en sortir un jour? Globalement, non. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et puis c'est peut-être dans un premier temps... vous savez, il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe japonais, qui dit quand on a une tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Quand on a une tête d'économiste, il faut mettre un prix à tout, sinon ça n'existe pas. Et le problème, c'est qu'on a fait trop de têtes d'économistes sur la Terre. Et donc, voilà, le libéralisme, c'est quoi? La main droite, c'est l'économie, c'est mettre un prix sur les choses et faire gérer par le marché. Pardon. La main gauche, c'est mettre un droit à chaque chose et faire gérer, stabiliser le marché par l'État. Tout ça, c'est le libéralisme. Et moi, donner des droits aux animaux et donner un prix aux animaux ou aux plantes, ça va 2 minutes, ça va quelques années, mais c'est pas pour moi, c'est un projet de société pas terrible. Et à terme, c'est un outil pour maintenant, mais à terme, c'est pas viable et c'est pas désirable. Et le terme de service écosystémique, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut que tu te lèves pour aller prendre le micro. Bon, si on prend l'exemple de la voiture, par exemple, qui donne un tel sentiment de puissance et de liberté individuelle, en fait, est-ce que le chemin le plus court vers la résilience, il y a ce dilemme entre liberté individuelle et puis coercition. On voit bien ce qui se passe avec toutes les mesures de taxation des poids lourds, ce genre de choses. La démission de Hulot, peut-être. La démocratie, telle qu'on la vit actuellement, qui est quand même basée beaucoup sur les lobbies et non pas sur la connaissance des choses et les lobbies et aussi la corruption. Hein. Donc, voilà, est-ce que le chemin est plus court, est-ce qu'on va pas droit vers une société de coercition, voilà. Je prends un exemple tout simple, hein, il y a à peu près 100 000 déplacements dans la métropole de Montpellier qui sont faits encore en voiture à moins de 2 km. C'est-à-dire qu'en gros, on va acheter une baguette, dans le cas le plus courant, de 250 grammes avec une voiture d'une tonne 5, dans laquelle on est généralement tout seul. Bon, ça, c'est une question qui est intelligible à tout le monde. Et pourtant, ça évolue peut-être, mais très très faiblement. Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, concrètement, est-ce qu'il faut interdire la voiture en ville? C'est une mesure qui passe pas par... Si on se base sur le plan de la liberté individuelle, on n'est pas prêt d'y arriver. Vous avez vu Aurélien Barraud, là, qui fait le buzz là, sur YouTube et sur les médias. Et voilà, il dit à un moment, je pense qu'il n'a pas tort, mais il y a un moment où il y a des choses, on n'a pas le droit de les faire. Et ça se décide collectivement, politiquement. Mais il faut mettre des normes et des règles. Mais le problème, c'est qu'on a un bain idéologique qui met l'individu au centre, l'individu roi. Et c'est très difficile après de fabriquer du politique. Et l'imaginaire politique qu'on a, dans lequel on baigne, c'est que dès qu'il y a du collectif, des normes, etc., c'est privation de liberté, et ça va être coercitif. Et puis finalement, on y arrive, et ça nous scandalise, etc. Et en fait, c'est une définition ridicule de la liberté, au niveau libéral. La liberté, c'est s'arrête quand on commence celle de l'autre, je sais pas quoi. C'est ridicule. Et moi, j'aime bien la liberté, la définition de la liberté, par exemple, de Bakounine, qui disait
je ne suis pas libre tant qu'il y a une personne sur Terre qui n'est pas libre. C'est une définition collective de la liberté. On construit la liberté. La liberté, c'est pas juste on fait ce qu'on veut, ce qu'un individu fait. C'est le groupe qui décide c'est quoi être libre et il le construit. Et s'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de liberté. Ça, c'est une définition qui m'intéresse déjà beaucoup plus et qui change l'imaginaire et qui permet d'aller vers des pistes philosophiques, enfin de construction politique plus intéressantes. Mais là, on a un problème, c'est qu'on nage dans une mythologie, donc un inconscient libéral assez toxique pour l'organisation collective. Et on est obligé de faire du collectif. La transition, c'est une histoire de collectif. Si on se débranche du système industriel tout seul, on est mort. Si on prend toutes ces émotions tout seul, on est mal. Si on se fait de l'autonomie tout seul dans sa cabane, est-ce que c'est être un être humain? Voilà, et donc c'est obligé. Si on n'a plus la puissance des énergies fossiles, on doit coopérer. Sinon, on est mort. Comment on coopère? Voilà, et on a un imaginaire très pauvre là-dessus, inconscient et conscient. Donc votre question, moi je la vis comme ça. Et ça met des années, c'est hyper compliqué, c'est ça qui est frustrant et qui est flippant. Mais il y a beaucoup d'expériences qui se créent, il y a beaucoup d'expériences dans l'histoire et maintenant, et c'est ça qu'il faut protéger. Il y a des petites zones de mauvaises herbes qui poussent et qui créent, il ne faut pas leur envoyer des CRS, il faut, je pense, les nourrir et les laisser tranquilles. Et il reste quelques minutes, merci pour la question. Il reste quelques minutes, du coup, si... Bonsoir, pardon. Bonsoir, excusez-moi. Je voulais juste poser une question. Je suis enseignante et en ce moment, c'est pas trop la coopération qu'on nous apprend à faire dans les écoles. On va plutôt vers la compétition. En quelle année ? À fond. Ouais, ils sont tout petits, ils sont en CE2 les miens, mais quand on essaie de faire ça, c'est pas trop dans les clous, quoi. Et je voulais savoir en fait quel travail tu faisais en ce moment pour essayer de sensibiliser les gens, puisqu'il faut leur apprendre à coopérer. Quel travail la collapsologie fait pour sensibiliser les gens qui éduquent? Parce que je galère. J'ai fait quelques conférences, ouais, mais en pédagogie, éducation, il y a beaucoup de choses sur la coopération. Mais sur la... Comment ? Ça va se faire, il y a beaucoup de prise de conscience partout, même chez les hauts fonctionnaires, etc. Et c'est en train de bouger, mais c'est un paquebot. Enfin, je veux dire, c'est très difficile. Donc il y a une inertie énorme par des effets de taille, etc. Mais je pense que c'est en train de changer. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Mais c'est important, ouais. C'est toi qui gères, Brieux. Merde. Ah, c'est bon. J'ai fait vite, du coup, c'est une question plus terre à terre dans vos pistes de solutions que vous avez données tout à l'heure. Il y avait les deux parties, c'était la tête et les mains. Et l'arbre. Oui, et l'arbre. Mais c'était plus sur les deux premières parties qui, pour moi, il y avait peut-être un problème. C'était comment on va, parce qu'il nous faudra du temps et beaucoup de travail, comment on va s'organiser pour qu'il y ait assez de gens qui fassent un travail physique, mais qui en même temps puissent prendre le temps d'être éduqués et d'avoir un travail mental pour développer leur intellect, sans tomber dans un système de caste où il y aura une élite qui va réfléchir et les autres qui vont bosser. Ça va être dur. Ça va être dur, mais il y a deux choses. Il y a à Cuba, pourquoi la transition est allée si vite? C'est intéressant dans les déverrouillages des systèmes sociotechniques. C'est qu'il n'y avait pas assez d'agronomes. En fait, les agronomes, ils ont 5 ans d'études, donc 5 ans de déformation, et ils passent après 5 ans à se redéformer et à se reformer à autre chose. Et en fait, si c'est allé si vite à Cuba, c'est que c'est des non-agronomes qui ont fait de l'agroécologie. C'est des gens qui ont eu faim, ils se sont mis à cultiver, ils ont direct appris les principes du vivant, c'est parti. Et ils n'avaient pas toutes ces croyances qu'on a appris à la fac. C'est un peu simple parce qu'il y a eu des agronomes qui ont aidé. Alors ce qui est génial à Cuba, c'est qu'il y a eu des systèmes, des centres de recherche qui sont allés prendre les vieux paysans qui savaient la traction animale. Ils les ont mis là, ils les ont fait enseigner aux étudiants, et ils ont remis la traction animale dans les centres de recherche. Ils ont créé une méthodologie de diffusion du savoir horizontale, et pas en caste, justement, d'ingénieurs qui vont expliquer à des techniciens qui vont tac, 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 tac. C'est un truc horizontal, et c'est très intéressant d'aller fouiller la sociologie de cette transition. Mais pour dire que ça peut aller très vite. Les exponentiels, les effets de seuil, de domino, peuvent aller vite dans le bon sens aussi. Pas que dans les mauvaises nouvelles. Et
Et en fait, on va se bouger quand on aura faim, quand on sera obligé. Et pas que, il y en a qui se bougeront par anticipation. Et voilà, et d'autres qui suivront après. Ça se fera sur le tas, ça sera un peu mal fait, là bien fait. Ça sera très hétérogène. Et ça sera assez difficile quand même. Voilà, il faudra travailler et se creuser les méninges. Mais j'ai pas de solution toute faite. On va arriver à la dernière question. Voilà, rapidement. Alors j'avais une question sur l'agroécologie, sur l'exemple, c'est plus technique que ce qui était beaucoup plus philosophique, sur l'exemple notamment de la ferme là, que tu cites. Moi, il me semble qu'à chaque fois, il y a un peu un impensé là-dessus, c'est qu'il bénéficie d'un apport de matière organique. Et tu fais référence aussi à Denver, je crois, à une ville où pareil, ils récupèrent... à Moucron. Pardon ? En Belgique, à Moucron. Non, aux États-Unis, là, ceux dont il parle. À Denver, oui. à Détroit. Oui, à Détroit, pardon. Et pareil, quand tu parles des paysans à Paris qui récupéraient du crottin, ben en fait, c'est un système où il y a de l'apport extérieur. Si on le grandit, il n'y a plus d'apport extérieur. Et même dans la permaculture, très souvent, c'est aussi un système qui tourne parce que les gens y revendent des formations à d'autres personnes. Alors là, dans l'étude, c'était viable sans les formations. Mais c'est vrai qu'il y a des formations et ça permet de vivre mieux. Mais là, c'est viable sans les formations. Juste en vendant les légumes. Alors Cuba, on voit bien, je pense que tout à fait, mais il faut faire des différent. formations. Parce que là, on n'a plus le temps, il faut former des formateurs, il faut que tout le monde se forme. Donc je pense que c'est vital de faire les formations. Mais c'est vrai que parfois, la permaculture, il y a un côté un peu magique. Oui, je comprends, ouais, tout à fait. Avec des formations parfois pas données, avec une classe sociale, sociologique qui se retrouve entre elles, etc. Il y a plein d'écueils, de défauts. Je pense qu'on peut en tirer aussi plein de belles leçons sur la matière organique, par exemple. Ce qu'ils font au Bec et Loin, c'est que c'est 1000 m² l'étude. L'étude de l'INRA, c'est juste sur le 1000 m², juste sur les légumes, et juste sur la vente de légumes, et un équivalent temps plein sur ça. Par contre, le Bec et Loin, c'est plusieurs hectares, je ne sais plus combien exactement, et donc ils ont une forêt jardinée à côté qui peut faire entrer de la matière organique, qui a de la biodiversité, qui gère les insectes et tout ça. Ils ont diversifié, ils ont fait plein d'autres choses à côté qui devient écosystème, super écosystème, et tout se complexifie. Et il n'y a pas juste les 1000 m² de serre et de butte. Ça, c'était juste pour montrer à des cerveaux qui ont une tête de marteau que c'est viable et qu'on peut faire beaucoup de légumes. Mais en fait, c'est pas ça qui les intéresse. C'est de faire tout l'écosystème qui nourrit la région, les oiseaux, les paysans, etc. Après, c'est vrai qu'un système en permaculture, comme c'est lent, dans la nature, toutes les solutions sont petites et lentes, grand principe de permaculture. Dès que c'est rapide et à grande échelle, ça foire. Et donc, il faut quoi, 8-10 ans pour que ça soit dans l'abondance, ça soit stabilisé, une petite expérience de permaculture. Et la manière d'aller un peu plus vite, c'est d'apporter de la matière organique ou d'avoir un peu d'argent pour faire travailler des gens, etc., d'injecter de l'énergie, de l'argent, du travail dans le système pour l'accélérer. Et là, ce qu'on remarque souvent dans les grandes fermes en permaculture qui fonctionnent, c'est qu'au début, il y avait des bulldozers qui ont fait des courbes de niveau, qui ont planté des arbres. C'était un gros truc, quoi. Tu vois, ils ont refait les courbes de niveau. Ils ont planté massivement des arbres. Tout ça demande beaucoup d'énergie. Des bulldozers, si on veut aller vite en 2-3 ans, il faut de l'énergie. Alors au début, et de la matière organique de tels paysans, agriculteurs à côté qui amènent des gros tracteurs, qui fait des tas de fumier, et hop, on part sur des buts. C'est pour lancer le truc. Il y a besoin pour aller vite, il y a besoin d'apports extérieurs. Et c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut se coordonner, il faut le faire maintenant. Et après, une fois qu'on stabilise les systèmes, ça fonctionne tout seul. Mais au début, c'est difficile parce qu'on part de rien. Comment ? Ça dépend du système, mais c'est l'idéal. Le but, c'est que... Après, c'est pas non plus viser l'autarcie. Mais il y a des échanges commerciaux qui peuvent s'établir. Toi, tu fais bien les champignons, toi, tu fais bien ça. Donc ça dépend de la région, d'où se trouve l'écosystème permacole. Et c'est pas une solution, une panacée non plus. Il y a des endroits où... il ne faut pas prendre la permaculture ou l'agroécologie ou je ne sais pas quelle étiquette d'agriculture raisonnée ou intégrée. Tout ça, c'est des chapelles, c'est des étiquettes, c'est des choses qui cloisonnent.
il n'y a pas de panacée et de religion là-dessus. Il faut voir ce qu'il y a en fonction de chaque environnement et décortiquer ce qui est utile et puis avancer en fonction de ce qu'on a. Voilà, après moi, si on n'utilise pas le mot permaculture, je m'en fiche. Enfin, ce qui compte, c'est d'aller dans les principes du vivant. Et c'est pas facile, hein, ça met 5 à 10 ans pour être OK. Et quand je dis le chemin spirituel, intérieur, émotionnel, imaginaire, à chaque fois, c'est 5 ou 10 ans. S'organiser, apprendre à vivre en collectif, on ne fait pas ça du jour au lendemain. C'est ça qui est difficile, c'est qu'une transition, ça mettra des années dans tous les domaines. Apprendre à s'auto-médiquer, je ne sais pas moi, c'est des années, quoi. Et le temps diminue, la marge de manœuvre diminue. Jean Jouzel, 2-3 ans, comment on fait? Et c'est ça qui est sidérant, qui est difficile à vivre, et qu'on peut... Enfin, je veux dire qu'il ne faut pas vivre tout seul. Il faut vraiment aller vers le collectif. Ce que je dis toujours, c'est que ça va être dur, mais ça va être chouette. C'est un défi. On n'est pas sûr d'y arriver. Ça peut vraiment foirer. On peut vraiment tous mourir de mort violente. Et en même temps, ça peut. Ouais, c'est vrai. Hein, enfin, les 3 manières de mourir en masse, je dis ça souvent, c'est les guerres, les maladies et les famines dans l'histoire humanité. Voilà, ça peut nous tomber sur le coin de la figure. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent arriver. On est vraiment dans l'imprévisible. Et en espérant que tout ça on puisse le prendre comme une opportunité de changer, ou comme dirait Edgar Morin, de nous métamorphoser. C'est ça l'objectif, c'est pas d'aplatir le futur. J'ai essayé de conclure là, c'est dur là. Excusez-moi, on a vraiment besoin de quitter. C'est une phrase de conclu. De terminer.